En 1956, un bombardier décolle pour son premier vol d'essai. Alors généralement, un vol d'essai, ça se passe assez bien, parce qu'on reste prudent, on limite au maximum les risques. Mais là, pour le B-58, dès son premier vol d'essai, il franchit Mach 1. C'est assez atypique, parce que avant lui, aucun bombardier ne l'avait fait. Donc on va dire que le début de sa carrière commence assez bien. Et pourtant, 10 ans plus tard, sur 116 exemplaires créés, 26 vont être détruits en accident, et avec eux donc des dizaines d'équipages vont mourir. Alors déjà à l'époque on disait que ce n'était pas un problème de l'avion, mais justement tout le contraire, que l'avion était tellement évolué pour l'époque qu'aucune personne, même ses propres pilotes, n'arrivait vraiment à le gérer. Au début des années 50, l'US Air Force a un problème, pénétrer dans l'espace aérien soviétique pour y larguer une bombe nucléaire et revenir en un seul morceau. Car on prend également en compte que les défenses aériennes se perfectionnent de jour en jour. Convair, donc la société qui va créer le B-58, ne voit pas un bombardier lourd, lent et qui doit être escorté et protégé, mais voit plutôt un avion rapide, si rapide qu'aucun intercepteur ne pourrait le rattraper. Pour y arriver, Convair reprend le concept des ailes Delta, déjà exploité sur le F-102 et sur le F-106, et le fait juste grandir à l'échelle d'un bombardier. Une première donc. Et pour gagner en légèreté, on n'imagine pas de soute interne, mais une sorte de capsule, un pod détachable, qui contient l'arme nucléaire et tout le carburant nécessaire. Une fois que la capsule se détache, l'avion devient plus léger et peut repartir à toute vitesse. Comme je l'ai dit, les prouesses que va réaliser le B-58 vont être à l'origine d'exigences qu'on va juger presque inhumaines à l'époque. On se rend vite compte qu'à Mach 2, le moindre incident est une question de secondes, et on se rend compte qu'une perte de contrôle ou même une entrée en vrille peut vite partir en incident grave. Le B-58 s'est même construit une réputation, justement, particulièrement instable et sujet aux vrilles, avec une récupération quasi impossible en cas de perte moteur en vol supersonique. Mais qui dirige vraiment cet avion ultra exigeant? À bord, on retrouve 3 personnes, donc on peut que s'imaginer la charge de travail écrasante. Nous retrouvons un pilote, un navigateur bombardier et un opérateur de défense électronique. Chacun dans son propre cockpit, on verra plus tard pourquoi. Ils sont donc séparés. Pourquoi sont-ils séparés? Eh bien parce qu'en fait, ils résident dans une capsule d'éjection. Car oui, à Mach 2, on ne peut pas s'éjecter comme sur un avion classique, car cela reviendrait à se faire déchiqueter littéralement. Alors l'équipage est éjecté dans plusieurs capsules. De plus, le fait que les personnes soient séparées ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être coordonnées. Une erreur peut remettre en question la mission et même parfois la vie des pilotes. Alors pour les capsules d'éjection, il a bien fallu qu'on les teste et à différentes vitesses, surtout à vitesse supersonique. Et donc l'armée a déjà décidé de les expérimenter sur des animaux, principalement des ours et des chimpanzés. C'est ainsi qu'en 1963, un ours devient le premier être vivant à survivre à une éjection en vol supersonique. Alors ce genre de détails, ce genre d'expérimentation en dit long sur le niveau de risque qu'on ne peut qu'imaginer sur cet avion. En juin 1961, un B-58 s'écrase au salon aéronautique du Bourget, tuant les 3 membres d'équipage, alors que quelques mois plus tôt, le même avion venait de réaliser la première traversée transatlantique supersonique de l'histoire, New York-Paris en un temps record. On a donc un exploit et une tragédie espacés de quelques mois sur le même appareil. On a également un autre incident qui aurait pu se transformer en véritable catastrophe avec un B-58 qui était chargé de 5 armes nucléaires et qui est sorti de la piste à la base de Bunker Hill et qui a pris feu. Les armes ont donc naturellement brûlé et une contamination radioactive a été détectée sur le site. C'est donc après tous ces accidents qu'on a décidé de reconnaître que le B-58 n'était pas seulement exigeant, mais que sa structure devenait elle-même dangereuse. 26 appareils perdus en une décennie de service, c'est donc un taux de perte de 22,4%, l'un des taux les plus élevés de toute l'histoire de l'aviation militaire américaine. On a parlé des incidents de cet avion, mais il faut savoir que sa sophistication a également un coût. En 1959, un B-58 vaut plus cher que son poids en or. En 1961, le programme complet coûte 3 milliards de dollars à l'époque, l'équivalent aujourd'hui de 33 milliards de dollars. Le coût unitaire d'un exemplaire du B-58 coûtait à l'époque 33 millions de dollars, soit actuellement 364 millions de dollars.
Sans compter qu'il coûte 3 fois plus cher à maintenir que des avions comme le B-52, avec des opérations de maintenance lourdes qui nécessitent du personnel expérimenté. Ça devient un gouffre financier à chaque heure de vol. Mais pourtant, c'est pas les accidents du B-58 qui vont le clouer au sol, mais c'est sa mission elle-même. Le B-58 a été construit dans un monde où la vitesse suffit à échapper aux défenses ennemies. Mais dans les années 60, les soviétiques améliorent leur système de défense, développent des missiles sol-air, capables d'atteindre des cibles à très haute altitude quelle que soit leur vitesse. Donc voler plus vite ne sert plus à rien car le missile vous attend juste. On a aussi les missiles balistiques intercontinentaux qui jouent maintenant le rôle de la dissuasion nucléaire, rendant un bombardier beaucoup plus obsolète pour cette mission. C'est ainsi que le B-58 est retiré de sa carrière après seulement 10 ans d'exploitation. Une durée de vie donc bien courte pour un bombardier stratégique américain, qui a été coûteux, difficile à entretenir et surtout dangereux. On pourrait dire que d'entrée de service, le B-58 a résolu un problème qu'on avait déjà plus et qui aura coûté de nombreuses vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.